Le Sommet international de l'éducation du futur réunit une soixantaine de conférenciers du monde entier. Des pionniers et des innovateurs issus du monde de l'éducation, bien évidemment, mais également des êtres inspirants, issus des chemins de sagesse ou des chemins d'apprentissage et de créativité dans différents domaines. Les arts, les sciences, l'économie, le lien avec la nature, le sport, etc. Des expériences et des chemins de vie qui sont un formidable enrichissement pour le monde de l'éducation. Le professionnalisme des traductions, en simultané, et l'incroyable richesse de toutes ces conférences offrent un horizon de point de vue vaste et varié, très complet, qui en font au final une véritable formation professionnelle pour les enseignants, les éducateurs et tous les professionnels de l'éducation, mais également une formation à la parentalité consciente et une formation individuelle à la vie consciente. Face à toute cette richesse et aux divers retours, nous avons décidé d'offrir toutes ces conférences à tous, partout dans le monde, en français et en anglais, quelquefois en allemand et en espagnol. Découvrez la vision d'acteurs audacieux et influents du changement, vers un monde éthique, solidaire, généreux et profondément respectueux de tous, des cultures, des peuples, des règnes et de la planète. Un incroyable panel de conférences, couvrant toutes les dimensions de l'éducation, pour un futur ayant du sens, une humanité épanouie et une terre qui respire. Une chose est sûre, votre vie, et à travers vous, celle des enfants, ne sera plus la même après avoir écouté toutes ces conférences. Pour avancer, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre générosité solidaire. L'organisation du sommet et l'édition des conférences ont nécessité des milliers d'heures de travail et nécessitent encore beaucoup de temps et d'investissement. Nous faisons appel aux dons libres et spontanés pour compléter le financement du sommet et, si possible, continuer à l'enrichir de nouvelles conférences. Votre soutien est vraiment précieux et vital pour aller jusqu'au bout de cette aventure extraordinaire. Merci. Thérapie, bien nous ne l'aurons pas, mais nous aurons de ce fait beaucoup plus de temps avec Solène et comme vous allez le voir, son programme est très très riche. Donc vaste communicant et ça sera très bien. Tout est toujours bien en ce bas monde, donc on pense qu'il vient. Bon, en tout cas, je voulais déjà commencer par vous remercier pour assister à cette dernière table ronde de la journée. Table ronde qui va être dédiée à ce que l'on appelle l'éducation pleine nature. Mais on reviendra après sur le pourquoi et le comment. Donc, je vais animer cette table ronde au nom d'Intuiteurs sans frontières, qui est l'association que je représente. Et puis, donc, j'ai la joie d'inviter Solène, qui va, elle, nous parler de son programme Gayatri, et elle le fera dans quelques instants. Alors déjà, j'aurais voulu vous présenter rapidement qui est Intuiteurs sans frontières et ce que l'on fait. Alors pour ça, je vais vous partager mon écran. Ah non, alors, est-ce que tu pourrais me mettre l'option de partage d'écran? Voilà. Voilà. Donc, Intuiteurs sans frontières est une association, en fait, qui vise à reconnecter l'homme avec la nature par le biais de la communication interespèce, ou un autre nom que l'on utilise, c'est la communication intuitive. Alors, qu'est-ce que c'est que cette communication intuitive? Eh bien, c'est une communication de conscience à conscience. Alors, c'est sûr que ça doit ébouriffer pas mal de monde, en tout cas, l'homme dit occidentalisé, mais c'est absolument pas quelque chose de nouveau. Au contraire, c'est quelque chose vieux comme le monde, utilisé par l'homme préhistorique et qui est absolument encore parfaitement utilisé par les peuples autochtones, les peuples indigènes
qui ne se sont pas coupés justement de leur nature profonde et qui l'utilisent pour entrer en communication avec leur environnement. C'est ce qui fait qu'ils ont cette sensibilité avec leur environnement, qu'ils ressentent la nature et puis qu'on dit souvent qu'ils sont en harmonie avec la nature. On dit souvent qu'ils sont les gardiens de la terre à ce titre. Eh bien, c'est que justement, ils ont gardé un langage commun avec leur environnement et avec la nature. Voilà. Donc, nous, intuiteurs, eh bien, notre souhait, c'est de faire reconnaître, enfin, connaître de nouveau, en fait, cette forme de communication subtile. Et je dis bien connaître de nouveau, parce que c'est pas un don qui est donné aux uns ou aux autres, c'est quelque chose de naturel dont on s'est juste coupé parce qu'on ne l'a pas pratiqué. Et ça, je vais en reparler un petit peu quand je parlerai du programme Éducation pleine nature. Donc, notre but, c'est d'essayer de le faire redécouvrir, cette forme de communication, alors soit directement au travers de stages, soit indirectement en utilisant les services de communicatrices professionnelles lorsque les personnes veulent communiquer avec un environnement vivant, naturel, que ce soit végétal ou animal. Alors, pourquoi est-ce que ça nous paraît important? Eh bien, parce que on pense très sincèrement que lorsque l'être humain a cette capacité d'entrer en connexion profonde avec son environnement, il est touché au cœur par la puissance en fait de cette forme de communication, cette forme de relation, de connexion avec cette toile unie, cette toile sacrée du vivant. Et pour nous, on est intimement persuadés, et puis les faits le montrent, lorsque l'être humain est dans cet état-là, eh bien, il est obligé de changer de regard sur son environnement. Il est poussé, en fait, il est très incité à ne plus se comporter en prédateur et à développer, en fait, un comportement qui soit en harmonie avec l'environnement. Donc, c'est une forme pour nous de voie de réconciliation avec la nature et une solution, entre autres, pour résoudre les problèmes écologiques auxquels nous devons faire face. Voilà. Alors, comment est-ce que nous procédons chez Intuiteur? Nous travaillons au travers de programmes explorer, pacifier et transmettre. Je vous laisserai aller les découvrir sur notre site pour ceux que ça intéresse. Dans Explorer, c'est un programme avec les enfants non-verbaux, les enfants autistes. Le programme Pacifier, c'est avec les réserves ou les centres de réhabilitation d'animaux sauvages. Et ça permet en fait de donner la parole aux animaux pour essayer de mieux comprendre leur comportement ou leurs souhaits avant qu'on prenne des décisions à leur place si la communication interespèce n'était pas utilisée. Et puis, le dernier des programmes, c'est le programme éducation, formation ou éducation. Et plus principalement, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est le programme éducation pleine nature. Eh bien oui, par là, l'éducation pleine nature, c'est en fait de permettre à nos enfants de se connecter à leur nature grâce à une éducation dans la nature et avec la nature. Et cette communication interespèce permet cette ouverture de connexion à leur être profond. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est naturel chez l'enfant. Enfin, comme je disais, on va essayer de réapprendre ça aux adultes, en fait, aux êtres humains occidentalisés. On parlait des adultes, parce que pour les enfants, c'est quelque chose de naturel quand ils naissent et qui va petit à petit, en fait, s'amoindrir et jusqu'à s'arrêter à l'âge de 6 ans, lorsque malheureusement, les enfants sont coupés de la nature. Donc, le but de cette forme éducative, c'est véritablement de permettre aux enfants de ne pas couper ce lien avec eux-mêmes et avec la nature. Alors, je vais justement avoir une très belle illustration ce soir avec Solène. Solène qui est une
une comparse de longue date, avec qui nous avons eu de belles aventures jusqu'au fin fond de l'Amazonie à la découverte des peuples Yawanawa. Et Solène est justement passionnée et totalement imprégnée dans ses programmes par la découverte des sagesses des peuples autochtones. Et lorsqu'elle est devenue maman, eh bien, elle s'est intéressée encore plus avant à la pédagogie et comment, en fait, apporter cette sagesse des peuples autochtones au sein des différentes pédagogies. Et c'est ce qu'elle va faire ce soir au travers de sa présentation. Eh bien, je ne sais pas arrêter. Arrêter, bah oui, c'est un bouton rouge, c'est encore mieux, c'est encore plus facile. Voilà. Et donc, Solène, toi, tu vas nous parler de tout ce que tu as observé avec les peuples autochtones au niveau de la pédagogie. Quel est l'impact sur la pédagogie? Qu'est-ce qu'on pourrait réutiliser chez nous? Et au travers notamment du programme que tu as développé, Gayatri. Voilà. Alors, on va essayer de faire le maximum avec ce qu'on a en termes de conditions matérielles parce que tu es au Costa Rica. Et donc, elle avait un choix très, très difficile. Soit elle était chez elle, mais avec une qualité qui pouvait nous la faire perdre plusieurs fois, soit elle était dans un lieu public, mais avec peut-être un peu de son autour. Donc, j'ai préféré garantir la connexion. À toi, Solène. Yes, merci beaucoup. Vous m'entendez? Ça va? Parfait. Ok. Très bien, on t'entend très bien. Donc d'abord, un grand merci du cœur pour cette organisation, pour cet élan, pour ce rêve de tisser ensemble un sommet de pensée pour se nourrir et engendrer vraiment plus de mouvement dans le bon sens avec nos enfants, pour nos enfants. Grand merci de cœur à toute l'équipe organisatrice et puis à Bénédicte de m'avoir conviée. Et effectivement, alors je corrige, je ne suis pas au Costa Rica, je suis déjà arrivée au Pérou, je bouge beaucoup là ces dernières semaines. Brésil, Mexique, Costa Rica, maintenant Pérou. Je vous parle depuis la vallée sacrée des Incas et je vous parlerai un petit peu de l'école que nous sommes venus voir ici tout à l'heure. Et donc, j'ai choisi non pas le lieu où il y avait un meilleur débit parce qu'il était dans un lieu public avec les bruits de fourchettes et de cuillères derrière, mais justement le lieu où il y a un débit un peu plus faible. Donc, j'espère que ça va passer. Je m'excuse d'avance s'il y a des soucis et puis je couperai ma vidéo peut-être si je vois que la connexion revient par pointillés. Et donc, oui, j'ai un parcours auprès des communautés natives, notamment d'Amazonie, que j'ai visité pendant une dizaine d'années de manière récurrente, en emmenant une fois Bénédicte dans mes bagages avec une grande joie. Et ça a marqué le début d'une longue amitié entre nous et d'une connexion d'âme et télépathique et subtile, incroyable. Et puis après, avec l'arrivée de mon fils, j'étais plus en retrait. Et ce voyage que j'ai entrepris là, il y a quelques mois, de retour vers l'Amazonie avec mon fils qui a maintenant, il va avoir 9 ans, a été très différent, mais a donné comme une suite, un nouveau chapitre à ce lien que j'entretiens avec ces communautés. Et donc, la première chose que je voudrais vous partager, c'est effectivement un regard que j'ai aujourd'hui sur l'état actuel des communautés natives et de ce qui se passe, l'actualité en fait de ces peuples et le grand désarroi dans lequel je me suis trouvée en arrivant en Amazonie il y a quelques mois, notamment à Manaus, qui est censé être le cœur, hein, la porte d'entrée vers cette grande forêt. Et bon, j'avais quelques images sur les slides, mais on peut juste imaginer, en fait, quand on a l'Amazonie en tête en Occident, on pense foisonnement, verdoyant, et effectivement, il y a des garimperos et des endroits, des orpailleurs et des endroits où il y a la déforestation. Mais a-t-on idée, moi je ne l'avais pas, qu'en arrivant à Manaus, le fleuve est recouvert de plastique au point de ne plus voir l'eau en fait sous les monticules de plastique, et que chaque année, la ville de Manaus passe des semaines à retirer des tonnes de plastique, et de nouveau, quelques semaines plus tard, les plastiques sont là. Solène, est-ce que tu veux que je passe le PowerPoint ou est-ce que tu veux le passer toi-même? Je te laisse le passer, ouais.
Tu veux? Alors du coup, il faudrait que j'aille vous le. Bah, tu peux continuer, je vous le cherche pendant ce temps-là. Ok, tu peux continuer, hein. Ouais. Donc ça a été vraiment quelque chose qui m'a écœurée, ce sentiment presque d'ingérer du plastique soi-même. C'est le sentiment que j'ai eu quand j'ai vu ce fleuve et j'ai senti à quel point on était loin d'avoir cette juste conscience de cet état-là. Et Ça ça, que tu donc, veux commenter. c'est la ville d'entrée. Ouais, je suis en train de parler. Bref, je continue. Ça, c'est le point d'entrée dans la forêt. Et puis, en allant voir de plus près les communautés autour de Manaus, que je connaissais moins, puisque je connaissais plus l'Acre, qui est une région, en fait, plus excentrée de l'Amazonie, au Brésil, où les peuples ont conservé un petit peu plus leurs pratiques culturelles et justement tout ce qui permet aux jeunes de grandir selon un axe avec des valeurs et un sens fort. Là où je me suis retrouvée en Amazonas, donc plus proche de Manaus, c'était beaucoup plus effrité. Il y avait beaucoup moins cette consistance culturelle et identitaire que j'avais connue avant. Et donc, j'étais vraiment en plein dans l'oubli de ce qui a fait à un moment donné la force de ces esprits guerriers amazoniens. Donc l'essentiel de cette quête, en fait, je suis repartie en Amazonie cette fois-ci avec mon fils pour établir un jumelage entre les communautés natives de l'Acre, que je connaissais avant, où j'avais emmené Bénédicte, beaucoup plus imprégnée de leur culture, et des enfants en France, notamment d'une école Waldorf en Auvergne. Et je n'ai pas pu arriver jusque là-bas. Les sursauts de la vie m'ont amené à rencontrer des peuples vraiment décimés et me rappeler. Est-ce que là, vous l'avez? Oui, là, on le voit. On le voit bien et je te laisse D'accord. avancer. Voilà, là, donc, c'est l'image de Manaus avec le plastique autour des bateaux qui s'étend autant qu'on rentre dans les terres indigènes. C'est la même chose, en fait. Dans les terres indigènes, il n'y a pas du tout, dans celle que j'ai visitée proche de Manaus, une conscience écologique, en fait, concernant l'actualité de ce qui devrait être fait avec ces nouveaux produits qui n'existaient pas à l'époque où les styles de vie étaient plus en cohérence. Manaus, donc le nom de ce guerrier, Ajolikaba Manao, de la tribu des Manaus, qui a donné son nom à la ville, et les histoires qui sont racontées sur sa force guerrière et sa capacité à rallier les communautés pour défendre un territoire, un état d'esprit qui n'est plus du tout présent, très très peu. Je te laisse avancer sur la prochaine slide. Et donc, ce que j'ai perçu là à Manaus, c'est quelque chose qui est en fait planétaire. Donc moi, ce voyage, il m'emmène vraiment dans un aspect de ma mission aussi beaucoup plus planétaire. Comment est-ce qu'on répond à un nouveau niveau d'urgence et de résilience qui nous est demandé, et que ce soit chez les aborigènes en Australie, que j'ai rencontré aussi un petit peu en haut à gauche là sur la photo, que ce soit en Amérique du Nord. Je pense que quelqu'un a son micro d'allumé, ça fait un son derrière moi. Ou que ce soit donc en Amérique du Sud, on retrouve une attraction en fait des communautés vers les villes. Et les stimuli en fait de tout le monde urbain, la technologie, les aliments, l'information est d'une telle intensité. But information is so intense. Ah oui, j'ai la traduction en même temps qui m'arrive, donc je sais pas, il y a un petit contre-tour des micros. What do they mean with intense? Is it too quick or? Donc, il y a une intensité des stimuli de la ville qui n'est pas du tout gérée par la plupart des autochtones,
qui fait qu'ils se retrouvent à être aspirés par des spirales. Ils ont envie d'être avec ce qui se passe dans les villes et ils ne savent pas comment trouver leur place. Ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas d'orientation qui soit cohérente, en cohérence avec ce qui se joue dans notre monde capitaliste. Donc, la perdition, la perte de sens, la perte d'hygiène, la dépression, la violence, les cas d'homicide, les cas de suicide sont beaucoup plus élevés en fait dans les communautés natives que dans nos sociétés occidentales. Donc c'est une situation vraiment très, très triste. Je te laisse avancer sur la slide d'après. Et en même temps, donc, j'y reviendrai peut-être sur la fin, on essaye voilà, d'amener des solutions, hein, de répondre à cette situation avec différents acteurs. Mais aussi, je voudrais souligner que malgré cet effritement hein, des forces autochtones, il reste les valeurs et l'essence des héritages, des sagesses très vibrants. Et je chemine avec ça aussi dans mon cœur. C'est vers ça que je souhaite me tourner de plus en plus. Et donc, je voulais vous parler de 2 ou 3 expériences autour de la beauté, de la puissance, de la sagesse, de la force primordiale de ces héritages anciens. Donc, notamment, un passage que j'ai pu faire dans une école Waldorf en France pendant un mois, en octobre 2021, sous la forme d'une résidence où j'ai pu vivre avec une classe tous les jours pendant une période et apporter des outils et des propositions en lien avec les savoirs amazoniens. Et donc, je vais vous expliquer ce que ça a produit comme mouvement en fait, pédagogique parmi l'équipe que nous étions à ce moment-là. Je vous parlerai également de cette école andine Waldorf que je suis venue visiter ici au Pérou. Et puis, je vous parlerai également de la manière dont j'accompagne mon fils qui a aussi un sang, une partie de lui très reliée au peuple autochtone, son père étant quechua, donc un accès avec des mémoires très très fortes et une manière de vivre une réminiscence de ces mémoires et une colère aussi qui peut monter vis-à-vis de ce qui se joue sur la Terre et comment je gère ça, moi, à un niveau subtil, à un niveau énergétique. Donc peut-être qu'on pourra parler de ça. Je te laisse avancer. Donc voilà ce que nous avons pu faire avec cette école, école de la Motte, à Saint-Menou, en Auvergne, l'année dernière, en restant un mois avec cette classe du grade 2-3 dans la pédagogie Waldorf, ça correspond à 7-8 ans, l'âge des enfants. Donc, au travers de l'apport de mythes, pour commencer, et de pratiques d'attention, notamment, on a pu voir que c'est intéressant parce que ces enfants, ils vivent déjà dans un contexte très privilégié par rapport à des enfants urbains. C'est une ferme, la Motte, en fait, hein, avec beaucoup de familles qui pratiquent la biodynamie, qui est la lignée des enseignements de Steiner pour l'agriculture. Donc déjà, un contact avec la nature et le vivant, qui on pourrait se dire est de bonne qualité. Et c'était intéressant de noter que pour moi, en fait, en arrivant parmi eux, j'ai pas forcément senti une écoute ou une attention que j'ai pu connaître chez les communautés comme celle de l'Acre, le peuple Yawanawa que nous avons visité avec Bénédicte. La première chose, je disais aux enfants, la première chose que font les Indiens Yawanawa quand ils visitent une maison qu'ils ne connaissent pas, c'est de s'asseoir et de ne pas parler et d'écouter et d'observer ce qui se passe, la manière dont cette famille vit, pour ensuite pouvoir s'y mêler. Mais la première chose, c'est de s'asseoir et d'écouter et d'être dans l'attention, la pratique de l'attention.
Donc, nous avons beaucoup travaillé autour de ça, en fait. Et nous avons commencé à nous asseoir en cercle, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent dans la classe, et à faire également des cercles dehors. Et là encore, quand nous avons eu un moment, par exemple, on a laissé les enfants en lien avec leurs arbres amis. Ils avaient déjà établi une connexion, chacun d'eux, avec un arbre ami qu'ils avaient choisi dans la petite forêt qui les entoure. Et en fait, on a laissé les enfants une demi-heure seuls pour qu'ils puissent aller faire une offrande de gratitude à leurs arbres amis. Et ça a été pour moi très surprenant parce que pas du tout de silence. Beaucoup de cris, beaucoup d'interactions entre les enfants. Et donc avec la facilitatrice de la classe, nous avons passé un quart d'heure en fait à juste redemander le silence, redemander l'écoute, redemander l'observation. Donc, c'était très, très présent. Le premier axe, en fait, c'était de ramener cette qualité d'attention à un nouveau niveau dans cette classe. Au travers aussi, donc, on a aussi travaillé avec les formes. Le dessin de forme est très présent dans la pédagogie Steiner. Donc, ça nous a permis aussi de nous mélanger facilement avec le dessin de forme des peuples amazoniens, les dessins géométriques qui renvoient à des motifs qu'on trouve dans la nature, et donc de renforcer cette qualité du lien au vivant. Nous avons aussi essayé d'éveiller l'écoute au monde vibratoire, au monde subtil, qui est quelque chose aussi qui existe dans la pédagogie Steiner, mais qui reste peut-être encore à un niveau un peu trop conceptuel, notamment au niveau des familles. Pas vraiment des enseignants qui sont très, très impliqués en général dans ce mouvement pédagogique, mais les familles ou la communauté un peu plus élargie autour de l'école, pour elles, c'était quelque chose assez tabou que d'écouter juste une flûte amazonienne et laisser cet espace se déposer sans interagir, sans réagir avec la parole. Donc l'ouverture au monde vibratoire. Et puis également, ce qui a été mis à jour au travers de cette résidence, c'était l'importance d'apporter un peu plus la responsabilisation personnelle de ce qu'on entretient comme lien avec la nature et une sorte de rituel de passage pour se dire « Ok, maintenant, moi, en tant qu'être humain, que je sois enfant ou parent, ce moment planétaire est unique et je suis appelée à être un gardien de la pacification, de la réconciliation entre les mondes. » Donc voilà, beaucoup de choses sont venues. Je te laisse passer sur la slide prochaine. Et puis de me dire aussi si je parle trop, parce que le temps passe aussi. Et donc, c'est intéressant par rapport à ce lien entre pédagogie Steiner et apports traditionnels, héritages ancestraux. Je suis venue à la rencontre de cette école dans les Andes ici qui a vraiment accompli un niveau d'intégration plus avancé de ce lien avec l'héritage ancien que ce que j'ai cherché à faire en France. Donc je viens passer un temps parmi eux et ils ont été reconnus, donc c'est l'école Kusika Osai, école andine avec beaucoup d'enseignants parlant Quechua, et qui a été récompensée donc, par l'UNESCO pour son travail dans la discipline de l'éducation pour un développement soutenable, et qui donc vraiment intègre l'héritage quechua au niveau de ses arts et au niveau de ses valeurs et de sa vision que tous les êtres de la nature, humains, animaux, plantes, pierres, sont égaux, sont vivants, et que notre manière de intégrer cette vision se déploie en une éthique, et c'est une éthique qui n'est pas seulement d'ordre écologique, mais d'ordre social. À chaque instant, dans nos relations sociales, on se lie et on se met à l'écoute
de toutes ces dimensions vivantes qui nous entourent sur les plans subtils de la nature. Alors pour se rappeler ça au quotidien, c'est là où je vois la force en fait de cette école, c'est intégrer toutes les pratiques traditionnelles au travers notamment des rythmes du calendrier andin, du calendrier traditionnel, du calendrier tant astral, astrologique que agraire, agricole. Et puis la pratique de la langue qui nous met aussi dans une vibration et qui change, comme on le sait aussi, la plasticité neuronale au niveau du cerveau, va vraiment donner beaucoup plus de force à cette envie que nous avons tous de nous relier au vivant de manière plus consistante. Je te laisse passer sur la slide suivante. Et oui, cette slide, c'était un mot d'un des enseignants de l'école qui a été posté il y a quelques semaines, évoquant justement l'état d'esprit Waldorf-Steiner permettant d'intégrer l'état d'esprit ancestral andin concernant la présence des forces spirituelles dans la vie quotidienne et dans l'œuvre sociale. Et cet enseignant rappelle que M. Steiner a demandé à tous les enseignants de méditer le soir, la nuit, de prier, d'invoquer les forces spirituelles pour que les œuvres du jour suivant soient portées, inspirées par ces présences soutenantes. On n'est pas seul à intervenir, on est vraiment ce qu'on appelle une roue de médecine dans les traditions amérindiennes. Et cet enseignant dit, pour les matérialistes dialectiques, c'est un délire de penser de cette sorte-là. Mais pour nous, c'est une réalité. Donc c'est vraiment une expérience à faire. Et je pense que si on est ensemble dans ce sommet sur l'éducation du futur, on est tous touchés par ce genre d'expérience vraiment, qui nous donne, au-delà de la foi, une véritable vision incarnée. Et donc, voilà, l'une des forces aussi qui est retrouvée dans la pratique de l'héritage andin pour accomplir cette éducation différente, intégrative et visant aussi vraiment à redonner confiance aux communautés quechua de la région. C'est une école qui est d'abord destinée en fait aux enfants, aux jeunes quechua qui ont été vraiment blessés par la perception de la société qui est posée sur eux comme des freins au développement, et puis aussi par les violences qu'on peut trouver dans les vécus traditionnels, par exemple concernant les jeunes filles qui sont souvent considérées comme des mères bien avant l'âge au sein des familles traditionnelles. Donc c'est une école qui est là pour intégrer et répondre à la nécessité de résilience. Et quelque chose qui donne beaucoup de force donc, à cette école, c'est la pratique de chant et de danse et de consécration du vivant en différents points du Pérou. Donc, non seulement là où se trouve l'école, sur le site archéologique de Pisac, ce qui n'est pas rien, donc déjà très vibrant, mais également en d'autres points, sur d'autres points importants et vibrants en lien avec la culture ancestrale. Et ça me touche beaucoup en ce que je sens que nous sommes appelés à un devenir beaucoup plus nomade, fluide, en lien avec des points, des épicentres en fait, de l'intelligence planétaire en éveil, et que en tant que famille humaine,
on est appelé à se rassembler à certains moments vers le foyer aurovilien. Ça me vient comme ça. Le foyer de la science védique ancienne, si élevée. Et aller la chercher et s'en inspirer. Et puis à d'autres moments, aller ensemble comme une famille, honorer, remercier et se mélanger à la connaissance andine, etc. Donc c'est ce que les Péruviens ici font déjà entre eux, et ça donne aussi beaucoup de force d'incarnation à cette école. Je te laisse passer sur la slide d'après. Et donc là, je voulais venir maintenant parler de mon expérience personnelle avec mon fils et comment je l'accompagne, puisque nous sommes justement donc ces nomades. J'ai choisi de plus en plus de devenir, revenir à cet état originel, être nomade, de peser moins sur la terre, de devenir petit à petit une voyageuse des étoiles, juste en visite pour un temps sur la terre. Et donc, c'est un choix évidemment délicat à vivre en famille et également en famille en étant mère seule avec mon fils, souvent. Donc, j'ai beaucoup d'amis qui nous aident, qui nous apportent leurs soins, mais c'est quand même moi et mon fils le foyer résiduel et principal. Et donc, c'est à moi aussi de prendre en charge, me responsabiliser pour que mon fils puisse comprendre le choix que je fais. Et puis, pour que je puisse aussi accueillir ces transformations, ces métamorphoses intérieures. Donc, c'est très riche pour moi d'amener mon fils dans des espaces de prière, de méditation, de soins. Il est très, très présent à un niveau télépathique, subtil, dans ma transe. Je suis yogine depuis plus de 15 ans. Je suis aussi praticienne des voies chamaniques et j'entre facilement dans un état de transe consciente où j'ai des visions et je vois mon fils avec moi travailler sur l'espace. Nous prenons en tant que chaman, nous prenons dans nos corps, dans nos expériences intérieures, des situations, nous les digérons, nous les transmutons, nous les dissolvons. C'est notre mission quand nous sommes ces nouveaux guerriers, guérisseurs de l'humanité en devenir. Donc je vois mon fils vraiment en lien et m'aidant et m'informant, me nourrissant dans mes rêves, dans mes méditations. Mais je le vois aussi avec ses propres équations. Et je voulais vous raconter une anecdote pour vous donner un petit peu la touche de ce qui se joue. Donc récemment, nous sommes allés sur ce site Maya au Mexique, Calakmul. Et puis, j'ai invité mon fils à vraiment être en méditation. Vous le voyez le soir dans notre petit camping-car que nous avions loué à côté. Et puis, je l'ai vu dessiner donc ce dessin que vous retrouvez en bas à gauche du slide. Je l'ai vu dessiner cette grande pyramide avec ce rayon solaire au centre et beaucoup de formes autour des sortes de guerriers gardant le temple, que je n'ai pas du tout identifié sur le moment. J'ai juste vu le temple et puis le soleil au centre. J'ai trouvé ça intéressant, mais je ne me suis pas attardée. Et puis une semaine plus tard, donc nous étions au Costa Rica chez une amie et maître chamane qui est une consoeur également que Bénédicte connaît, une marraine pour mon fils. Et puis elle m'a dit, ah, je sens que ton fils a pris une mémoire sur un des temples mayas. Il a été guerrier, gardien de ce temple qui était dédié à la divinité. Puis il a été ensuite tué par des envahisseurs.
Et il est en train de transmuter cette mémoire qui lui donne beaucoup de colère, beaucoup de résurgence de colère aujourd'hui. Donc effectivement, il avait beaucoup de colère depuis notre passage au Mexique. Et donc, j'ai dit ça à mon fils. Il a été très, très sensible. Il a beaucoup pleuré, en fait, en entendant l'histoire de cette mémoire lui revenir. Puis j'ai montré le dessin à mon ami à ce moment-là, chaman, qui a été aussi tout à fait étonné. Et puis j'ai commencé à travailler donc sur mon fils au niveau subtil, sur les mémoires que j'ai pu voir dans son corps en lien avec cette histoire, les blocages énergétiques. Et nous avons réalisé des extractions donc, pour retirer les amas et redonner de la place en fait à l'essence de son être et reconstruire une synthèse de son identité aujourd'hui, intégrant cette expérience du passé aujourd'hui. Donc c'est le genre de choses que je fais et qui se passe en fait, que la vie a demandé que nous vivions avec mon fils aujourd'hui. Et je me rends compte à quel point c'est délicat de vivre ça avec d'autres enfants, par exemple. Ça demande vraiment un engagement au quotidien. Ça demande de pouvoir s'arrêter là, chez mon ami chaman, par exemple, une semaine, et de travailler sur ce qui s'est passé la semaine d'avant au Mexique, d'être dans une autre temporalité et d'avoir aussi une grande confiance, foi et vision, comme je disais, incarnée, dans ce qui se joue aujourd'hui au niveau de l'humanité, l'avènement du nouvel humain dont parle Aurobindo, et d'être complètement dédié à cet avènement, à cette dissolution progressive du mal qui est enfoui dans nos cellules. Je te laisse mettre la slide d'après avec la citation de Mère, justement, qui parle de son travail sur son corps, où elle dit « Le travail consiste à transformer dans les cellules tout ce qui aurait été sous l'influence du mal ou l'état contraire du divin. » Toujours la grande poésie complexe de Mère qui nous amène dans cette perception de ce qu'est la dualité dans l'unité. Mais ce travail donc que Mère réalise sur son corps, elle dit ça aurait abouti en une purge radicale qui aurait résulté en la dissolution totale du corps. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire ce travail d'un coup, mais par étapes, progressivement. Donc, on produit des accélérations par notre travail chamanique, mais on doit toujours être dans ces réglages fins pour ne pas exploser complètement le corps, hein, à cette colère que mon fils prend en fait de sa mémoire sur un temple maya souvenu. Si je n'étais pas arrivée chez ma sœur, collègue chamane la semaine d'après pour traiter ça, peut-être la colère aurait abouti en quelque chose de beaucoup plus dramatique. Donc nous continuons dans la foi, dans la prière, dans la guidance, et puis je vous amène sur la fin donc, de mon partage où finalement donc, il y a des systèmes de synthèse des connaissances ancestrales. Je vous ai parlé au départ de ces connaissances ancestrales perdues dans mon expérience des communautés natives, beaucoup d'entre elles. Je vous ai parlé ensuite de ces expérimentations où nous cherchons à les retrouver dans nos pratiques personnelles ou dans des écoles qui s'ouvrent à ces héritages anciens. Et puis, il y a, comme Sri Aurobindo, les Siddhas, déjà des propositions en fait de synthèse. Sri Aurobindo parlait de la synthèse des yogas, de synthèse de l'essence de ces voies anciennes. Et dans ces systèmes qui nous sont suggérés, qui sont des invitations dont nous pouvons faire l'expérience pour savoir si véritablement ça nous convient, eh bien, nous trouvons toujours la méditation et la conscience dans le corps, la conscientisation de cette enveloppe corporelle
comme des points fondamentaux. Alors, est-ce que je vais vous parler rapidement? On a encore un petit peu de temps pour que je vous parle rapidement de ça. Oui, ce qu'on peut peut-être faire, c'est aller jusqu'à 20h30 au niveau exposé et puis laisser les 30 dernières minutes aux questions-réponses qu'on aura dans le chat en mode discussion. Très bien. Donc, je voudrais vous parler de 3 de ces systèmes, donc le Kriya Yoga ou le yoga de Sri Aurobindo, le yoga intégral dans un deuxième temps. D'abord, revenir sur une pratique qui me semble tout à fait pertinente pour les familles et qui est en lien aussi avec l'héritage des Védas, de Homa Thérapie. Et puis, je terminerai avec le programme de style de vie luxuriant en 8 points de l'ambassade de la paix. Donc, je te laisse venir sur le slide d'après. Homa Thérapie, c'est la pratique du feu qu'on appelle aussi Agni, Agni Hotra, du feu guérisseur, du feu cérémoniel qu'on appelle aussi Yagna, pour servir une époque particulière dans laquelle nous sommes. C'est un feu qui a été, comme on dit, ressuscité de l'héritage des Védas en 1944, donc en plein paroxysme de fanatisme guerrier de Deuxième Guerre mondiale chez nous, avec des mémoires très très pesantes à partir de ce moment-là pour nos sociétés, qui a été ressuscité des Védas et comme offert et partagé au monde, notamment par un homme qui a beaucoup voyagé pour expliquer ce qu'il en est. Alors là, j'ai les enfants qui s'excitent autour de moi. Et alors, tu m'as déjà envoyé sur la deuxième slide, juste pour revenir. Je peux remonter. Je peux remonter. Las niñas, por favor, ¿puede un poco más de silencio porque yo estoy hablando con mucha gente ahora? Gracias, muchas gracias. Et donc, ce feu, il peut être pratiqué très simplement au lever et au coucher du soleil, dure environ 10 minutes, un quart d'heure. C'est très facile de pratiquer avec les enfants et avec les animaux. On remarque que les animaux sont naturellement, spontanément attirés par le feu. Par exemple, les oiseaux se mettent à chanter exactement à l'heure du coucher et du lever du soleil, alors qu'ils ne le faisaient plus quand nous commençons à pratiquer ce feu sur un site. Après quelques mois sur le site, il y a vraiment une nouvelle qualité pranique. Les abeilles produisent une nouvelle hormone. Les légumes, les plantes sont remplis de nutriments. Il y a beaucoup d'études scientifiques réalisées à l'université en Inde qui montrent ces résultats dont je vous parle. Et pour les enfants, c'est un moment de concentration, c'est un moment de contemplation. C'est un moment aussi où nous chantons un mantra, une vibration. Donc quelque chose de très puissant est incrusté au travers d'une pratique très très simple qui aussi rassemble la famille. Alors c'est vraiment une pratique sur laquelle je voulais mettre le doigt rapidement. Et je te laisse venir sur le prochain slide avec donc l'idée ultime de la voie du yoga intégral. Comment aller vers cet héritage originel. C'est au-delà de quelque chose qui aurait été comme une fade répétition au fil des âges. Non, là, on remonte à l'origine. Les Védas, c'est une tradition non touchée par l'humain. Donc, quand on parle de yoga intégral, des Siddhas ou de Sri Aurobindo, en fait, on remonte à quelque chose de très, très pur. Et pour Mère, elle a fait ce dessin pour expliquer aux enfants qu'est-ce que c'est ce yoga. Elle a dit, regarde, l'humain, pour aller vers le divin, il a 2 manières de faire le chemin. Soit c'est une ligne droite, soit c'est plein de virages. Et les pleins de virages, c'est ce qu'on fait ordinairement quand on n'a pas vraiment de chemin, quand on n'a pas vraiment de voie qui nous guide.
Et quand on fait la ligne droite, c'est là qu'on est dans le yoga, dans cette attention et cette transformation consciente de tous les corps, et notamment du corps physique. Donc, il y a certainement eu déjà des intervenants dans ce sommet que j'espère avoir plus de temps pour écouter en profondeur sur notamment les pratiques dans les écoles aurovidiennes, de la conscience, l'attention par le corps. Et voilà, juste mettre le doigt sur l'importance de travailler l'attention et la méditation qui descend dans et par les sens et les sensations physiques. Et puis sur le dernier slide, slide suivant, revenir sur... je te laisse mettre le slide suivant pour finalement évoquer ce qui est voilà, plus ma spécialité. Donc, ce programme en 8 points que j'enseigne aux adultes, aux familles et puis progressivement aux enfants, qui peut intégrer différentes religions, différentes pratiques physiques et spirituelles, et qui est venu un peu dans un contexte où il faudrait que là, instantanément, en fait, on puisse se relier au vivant. On n'a plus de temps à perdre. On ne peut pas aller dans une grotte, d'ailleurs, il n'y en a plus, pendant des années, méditer, jusqu'à comprendre dans un raffinement extrême ce qu'est cette conscience suprême par une expérience mystique. On a très peu de temps. On a très peu de temps et aussi on a plus de facilité parce qu'avant nous, justement, ces êtres ont fait ce sacrifice de travail intérieur incommensurable pour connaître le sacré dans leur grotte cellulaire. Et donc, il y a cette invitation, ce programme de style de vie en 8 points. Il est comme une synthèse d'élan, d'héritage. On dit qu'à l'arrière de lui, il y a l'essence de Bouddha, il y a l'essence de Jésus, il y a l'essence de Marie, il y a l'essence de Babaji, il y a l'essence de Saint-Germain. Donc, différents, ce qu'on peut appeler les maîtres ascensionnés dans certains courants de recherche actuels, mais qui sont en fait des textures, des archétypes de notre conscience qui se transforment et qui ont pu habiter tel ou tel continent, telle ou telle tradition de notre humanité. On les retrouve dans ce programme en 8 points et on essaye d'avoir une synthèse très simple au quotidien. Comment fonctionner et quelle que soit notre religion. En premier, on s'assoit, on contemple, on observe qui l'on est, ce qui nous traverse. En deuxième, on s'ouvre à quelque chose de plus grand. On s'ouvre à être comme un enfant et à demander de l'aide, à la prière. En troisième, on prend conscience de la puissance de nos pensées et on choisit d'avoir des pensées qui sans cesse nous élèvent vers une dimension plus grande. En quatrième, on fait attention à ce qu'on mange. De plus en plus, on a une connexion vibratoire avec nos aliments. Ensuite, en cinquième, on fait attention à notre corps physique, qu'on considère comme un temple pour notre âme, et on le nourrit aussi par des exercices qui le rendent joyeux. Ensuite, on s'ouvre à une dimension de service à notre communauté, comment servir ceux qui nous entourent, et enfin, on s'ouvre à la qualité sonore, les sons sacrés du monde, de toute culture. Et pour vous donner une expérience en 1 minute de ce que j'essaye de vous dire, de quelle manière toucher tout le monde, et en un instant très court, pouvoir se relier au vivant avec plus de profondeur. Un exercice qu'on a dans ce système de ce style de vie,
c'est de revenir à un souffle conscient, donc d'écouter la respiration par le nez, de la rendre plus subtile, plus lente, plus douce, comme si on avait une flamme en fait sous les narines d'une bougie et puis qu'on essayait de ne pas l'impacter, cette flamme. Donc une respiration très, très subtile. Et avec ce souffle, quand on inspire, on utilise un mantra dans notre langue. On dit « je suis » et quand on expire, on dit « amour ». Et on pratique de cette sorte dans la nature. Et si on n'est pas dans la nature est partout. Donc on a toujours la terre sous nous. Et quand on expire cet amour, je suis à l'inspire, amour à l'expire, cet amour, on le ressent dans nos cellules et on le ressent comme transpirer au travers de nos cellules pour venir toucher le chat qui habite à côté de nous. J'ai rêvé des chats quand même cette nuit. Les plantes, la terre sous nous. On inspire, je suis libre, je suis radiante, je suis tout. Et on expire, amour. Amour qui nourrit, amour qui remercie. La terre, les animaux, les plantes, les enfants, tout autour de moi. Et juste en quelques minutes, on observe dans quel état, dans quelle fréquence on arrive avec telle simplicité de pratique. Et je te laisse passer sur le slide suivant. Oui. Je vois des commentaires, j'adore ce dessin, cette superbe explication. Alors, ça va venir, mais des fois, ça bloque. Ah, voilà. Puis après, ça va trop vite. Voilà. Voilà. Donc, juste pour fermer, ou fermer et ouvrir, donc ce programme de style de vie, la pratique du feu védique, la recherche de la compréhension du yoga originel sont mes terrains en fait. Ce sont vraiment mes lieux de recherche profonde et de partage au sein d'un vaisseau que j'ai construit et je continue de construire progressivement, l'ashram nomade. Donc avec beaucoup de choses sous format digital, mais aussi parfois des rencontres en présentiel qui sont moins évidentes aujourd'hui et qui sont aussi l'objet de mes préoccupations. Comment nous pouvons nous rencontrer prochainement, avoir des bateaux, avoir peut-être des hélicoptères complètement autonomes énergétiquement. Bref, en tout cas, nous avons beaucoup de travaux en ligne et ça nous permet aussi de comprendre d'une certaine manière qu'est-ce que la télépathie et la connexion à un niveau mental plus conscient. Donc, je vous invite vraiment à aller voir l'ashram nomade avec le lien qui est en bas de la page inthegoldengrid.mykajabi.com avec une grande place faite aux familles. Et c'est peut-être quelque chose d'assez atypique en fait dans cette proposition. C'est que pour moi, étant mère avec aussi mon fils tellement vibrant et puissant dans nos œuvres chamaniques, j'aime tellement accueillir les enfants dans nos processus et notamment me mettre à l'écoute de leurs rêves, me mettre à l'écoute de leurs dessins, etc. Et puis, donc le dernier slide, je vous disais, voilà, j'ai aussi cette préoccupation de comment on peut se rencontrer. Donc, l'ashram nomade, pour moi, c'est un laboratoire de recherche vraiment dans les profondeurs occultes de notre métamorphose en tant qu'humanité. Occulte, mais en même temps accessible et avec une voix qui se veut universelle. Mais voilà, ça reste à un niveau très intérieur et progressivement, j'essaye d'ouvrir des chemins aussi plus structurels et collectifs. Je m'interroge beaucoup sur la souveraineté digitale, évidemment, ça me concerne, mais aussi sur la souveraineté économique et sur ce que
les anciens aussi, hein, les héritages anciens ont à nous dire sur, et pour la refonte de nos circuits économiques. Donc, voilà, je vois ma connexion instable. Donc, tout ça fait l'objet d'un grand mouvement de recherche nommé Gayatri. Nous avons eu déjà un événement à Paris assez important pour expliquer l'esprit Gayatri et la nécessité d'une réponse systémique en fait à ce qui se joue aujourd'hui sur notre planète. Et puis, c'est une constellation d'acteurs aussi qui est en train de se rassembler autour de cette proposition Gayatri. Donc, notamment TAC, voilà, Intuiteurs sans frontières, qui est le nom privilégié maintenant pour The Animal Alliance Channel de Bénédicte. Et donc, je vous invite aussi à rester en lien avec nous par rapport à cette proposition de Gayatri, notamment au travers de nos rendez-vous du jeudi où nous avons 1 heure de partage en ligne pour expliquer les valeurs, les dimensions juridiques et économiques de nos recherches et les appels à projets pour que nous puissions nous lever ensemble comme une nouvelle humanité libre, souveraine et en force. Donc, je vous remercie pour votre écoute et puis je donne la parole, Bénédicte. Alors, je vais regarder les différentes questions. Alors, comme j'étais en mode, alors, est-ce que vous avez comment suivre le programme? Je crois que tu l'as dit. À qui peut-être tu veux répondre? C'est plutôt le jeudi. Donc comment suivre le programme Lifestyle Programme? Donc, pour les programmes de l'Ashram Nomade, je vous invite à aller sur le site de l'Ashram Nomade qui est inthegoldengrid.mykajabi.com et puis de rentrer votre email, suivre les informations qui sont indiquées en ligne. Quand vous êtes nouveau, vous avez déjà une méditation offerte, une conférence offerte qui vous familiarise un petit peu avec la pensée de l'ashram. Et puis ensuite, vous avez les différents programmes qui sont proposés et vous pouvez toujours interagir individuellement avec moi si vous avez besoin de plus d'informations. Ok. Je crois que je n'ai pas tellement d'autres questions. Non, Est-ce qu'il y en a d'autres? il n'y a pas beaucoup de questions, mais c'est tout un voyage, Solène. Est-ce que tu en as toi-même? Non, je trouve ça assez extraordinaire comment la vie a arrangé les choses. Et comment finalement tu es arrivé là, sans que moi j'ai de contact direct avec toi, juste après Devdeep, qui est un enseignant de l'ashram Sri Aurobindo à Pondichéry, juste après Fabienne, qui fait la danse de lettres, mais qui a passé beaucoup de temps à Auroville et à Pondichéry. Et c'est assez incroyable. Et juste avant, demain, où il y a la cérémonie de l'anniversaire de l'arrivée de mer à l'ashram, et donc on va passer 2h30 avec l'ashram du Népal, Sri Aurobindo du Népal, où les enfants vont danser pour le monde. Et ensuite, le yogi va raconter son parcours de vie. Je trouve ça assez incroyable comment la vie a organisé les choses. Et je trouve ça magnifique, quoi. Super. Et je te remercie, Solène, de ce que tu donnes à la vie et de ton engagement si intense et si profond sur le chemin. C'est magnifique.